d'avoir un événement mamlarti, c'est-à-dire étatique, digne, et puis à côté de ça, qu'il puisse y avoir effectivement d'autres commémorations, que ce soit à Berry ou à Nir Oz. Vous avez, si j'ai bonne mémoire, un quart, voire un tiers des personnes qui ont été soit tuées le 7 octobre, soit pris en otage. Donc, ils ont besoin de se retrouver. C'est nécessaire qu'il y ait, je dirais pas alternative, mais qu'il y ait spécifiquement des commémorations. Elles deviennent alternatives dès lors où le gouvernement propose quelque chose qui génère une polémique qui est inacceptable dans ce contexte. David Ben Ishai, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes dans une situation, on va dire, d'attente et de tension, on peut le dire. Mais derrière les développements sécuritaires dont nous sommes témoins et même diplomatiques, la question que l'on se pose aujourd'hui dans la société israélienne, de savoir est-ce que, à l'approche du premier anniversaire, donc du 7 octobre, est-ce que l'on doit organiser une cérémonie qui devrait être dans l'absolu consensuelle, qui serait une cérémonie mamlartite, comme on dit en hébreu, nationale, pour marquer ce terrible anniversaire, ou alors cette année, alors que la guerre se poursuit, alors que la tension existe encore, eh bien peut-être qu'il faudrait marquer des cérémonies, on va dire, plus limitées, peut-être par communauté, communauté des kibbutzim, communauté des gens qui étaient à la fête de Nova, peut-être les habitants des localités de Sderot, d'Ofakim et d'autres, et peut-être aussi pour l'ensemble du pays, de l'État d'Israël. Quel est votre avis sur la question? Alors, déjà, il y a plusieurs niveaux. Je crois que la première chose, et vous l'avez dit dans l'introduction, nous sommes encore dans cet événement. C'est-à-dire que à l'approche du 7 octobre qui va commémorer une année finalement après le massacre du 7 octobre, nous sommes encore, et pour l'instant, c'est difficile de dire, que ce soit la libération des otages, que ce soit ce qui arrive actuellement dans l'attaque et la montée en puissance de la confrontation avec le Hezbollah. Donc c'est le premier point sur lequel je m'attacherai. Effectivement, dans ces conditions, je pense que des commémorations locales dans les kibbutzim c'eût été plus délicat. La seconde chose, c'est pour le coup, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que lorsque le président Herzog a proposé, voyant la polémique, que l'événement soit organisé par la présidence, ce qui me paraît eût été une bonne idée dès lors où elle aurait été proposée au grand public d'emblée. Je trouve très drôle et particulièrement cynique le fait que Miri Regev ait tout simplement proposé à Herzog, dans l'émission des Patriotes, je crois jeudi soir, sur la 14, qu'elle ait proposé au président d'en parler avec elle. C'est intéressant, en a-t-elle elle-même parlé avec le quartier général des familles des otages? Elle a-t-elle parlé avec l'armée ou avec un certain nombre d'éléments qui ont été en première ligne de ces événements? Je ne crois pas. Et puis enfin, je crois qu'il y a un problème de casting grave. Je pense que si la question avait été mise au débat au Conseil des ministres, je ne pense pas que ce soit Miri Regev qui ait été choisie, pour la simple et bonne raison, je le rappelle, c'est que lors de l'événement et les Shabbats qui ont suivi, elle a strictement et totalement refusé de faire activer les trains, alors qu'on avait besoin de ramener des soldats, de ramener des citoyens qui étaient coincés au Tefaza, d'amener les soldats à Gaza lors de l'entrée. Bref, personnalité extrêmement controversée dans son attitude par rapport aux événements du 7 octobre. Donc, c'est encore le sentiment, et c'est ce qui ressort, c'est le sentiment que tiens, je te donne, c'est un prêté pour un rendu. On ne peut pas faire ça sur le dos des gens qui ont été victimes du 7 octobre, on ne peut pas faire ça de façon aussi désinvolte face à l'ensemble des citoyens qui sont plus ou moins, selon les lieux, selon les cas, en souffrance. Je rappelle que c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont touchées de façon directe, que ce soit au nord, que ce soit au Tefaza, que ce soit 10 000 traumatisés, que ce soit 700, hier c'était ou aujourd'hui, marqué le 700e soldat mort dans les combats, 1200 ou 1200 et quelques morts du 7 octobre, Nova, comme vous l'avez précisé. Donc, il y a là
une situation qui nécessite du respect, qui nécessite une mamlartiout, c'est-à-dire un sentiment que l'État est là posé dans son rapport aux citoyens. Et que est-ce que finalement, on ne peut pas dire que quoi que le gouvernement Netanyahou ait pu proposer, eh bien, cela aurait été remis en cause d'une manière ou d'une autre par ceux qui ne se sentent pas représentés par le gouvernement, et que finalement, trouver un consensus à partir d'une initiative gouvernementale, qu'elle soit portée par Miri Regev ou par n'importe quel autre ministre, eh bien, c'était impossible? Mais je crois qu'il y a une différence à faire. Je crois que la différence, elle est très simple. La différence fondamentale, c'est lorsqu'on veut inclure l'ensemble des citoyens, c'est l'État d'Israël qui engage une démarche, pas le gouvernement. Or, je reviens sur la démarche qui était saine et acceptée, puisque je rappelle que l'institution présidentielle reste encore pour les Israéliens une institution qui est respectée majoritairement par l'ensemble de la population, au contraire de la façon dont les citoyens apprécient le gouvernement et la Knesset. Donc, un gouvernement qui était un petit peu sensible à la façon dont il est pressenti, à la façon dont il est apprécié par le public, eût été effectivement d'emblée de proposer à la présidence de l'État et pas le gouvernement d'organiser un événement, on va dire, digne, sans flonflon, sans personnalité qui se mette en avant, comme on l'a vécu avec la cérémonie du Yom HaZikaron. Et donc peut-être que finalement, des initiatives d'associations qui se sont distinguées, on va dire en particulier cette année, c'est peut-être la solution, on va dire, alternative pour cette année. J'entendais hier qu'il a fallu du temps même à l'État d'Israël pour organiser les journées commémoratives du Yom HaZikaron après la création de l'État d'Israël. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu du temps pour mieux assimiler, on va dire, ce qui se passait. C'est peut-être le cas aussi cette fois-ci? Oui, mais si vous voulez, si on regarde un petit peu, prenons l'exemple du Yom HaZikaron. Si vous regardez l'exemple du Yom HaZikaron, vous avez effectivement une commémoration nationale qui est retransmise, ou même du Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire, mais vous avez aussi un ensemble de commémorations locales, vous avez un ensemble de fêtes pour Yom Ha'atzmaut, puisque je reviens sur le parallèle avec ces deux événements qui se jouxtent. Donc, si vous voulez, vous avez, et donc il eût été simple d'avoir un événement mamlarti, c'est-à-dire étatique, digne, et puis à côté de ça, qu'il puisse y avoir effectivement d'autres commémorations. Les communautés qui ont été, je vous rappelle, que ce soit à Be'eri ou à Nir Oz, vous avez, si j'ai bonne mémoire, un quart, voire un tiers des personnes qui ont été soit tuées le 7 octobre, soit pris en otage. Donc, et ils ont besoin de se retrouver. C'est nécessaire qu'il y ait, je dirais pas alternative, mais qu'il y ait spécifiquement des commémorations. Elles deviennent alternatives dès lors où le gouvernement propose quelque chose qui génère une polémique qui est inacceptable dans ce contexte. Alors, c'est pas la seule polémique de ces derniers jours, et c'est pas la seule polémique liée à la situation de crise dans laquelle on évolue. Et je voudrais revenir avec vous sur, on va dire, deux polémiques autour des otages et de leur statut dans la Chevra israélienne, dans la société israélienne. Il y a quelques jours, il y a la mère, et c'est lié à la même famille quasiment, on va dire, la mère de Avinatan Or, qui est Nitza Or, qui a suscité la polémique lors d'une intervention sur la chaîne 12 en disant que finalement elle proposait tout simplement, dans le cadre des négociations, tout simplement d'échanger les 109 otages qui sont toujours détenus par le Hamas par 5 enfants de 5 responsables sécuritaires israéliens. Il faut souligner qu'elle n'a pas mis les fils de Netanyahou parmi les 5, mais c'était une manière pour elle d'exprimer une forme de critique envers ce qui se passait, et elle s'est positionnée, on va dire, en porte-à-faux par rapport à le forum, on va dire, des familles qui critiquent de plus en plus ouvertement Binyamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Et je vais poser la question comme ça. Est-ce que les familles d'otages, des gens comme la mère d'un otage, ont le droit de dire ce qu'ils veulent dire
et que d'une certaine manière, ils appartiennent à une sorte de saint des saints que l'on ne peut pas franchir, et on doit les laisser dire ce qu'ils ont envie de dire. Et cela est valable aussi, par exemple, ou de faire ou de dire, cela est valable aussi pour Honoar Gamani, qui s'est vu critiquer hier son initiative d'aller fêter sa libération dans une sorte de rave party aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que les familles des otages peuvent dire tout ce qu'elles veulent dire et on doit les laisser parler, ou alors il y a des limites qui sont franchies aussi peut-être par d'autres familles, hein. On entend par exemple Anat Tsangauker tous les samedis soirs critiquer de manière virulente Binyamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, sur la première polémique, alors je ferai une distinction sémantique entre doivent et peuvent. En l'occurrence, évidemment ce qu'elle a proposé est immoral, n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, la polémique qu'il existe aujourd'hui entre les deux camps, si on peut appeler ça des camps, des familles et des otages, c'est un camp qui, à l'extrême, dit quel que soit le cadre des négociations, il faut les accepter pour qu'on récupère nos enfants, nos parents, nos proches. Et puis, à l'extrême opposé, vous avez des familles des victimes qui disent « bah non, aujourd'hui, on sait que nos enfants et nos proches sont otages, mais il faut casser de façon définitive et totale l'infrastructure militaire du Hamas, et nous sommes prêts à attendre et prendre le risque que nos proches puissent effectivement mourir dans cette stratégie. » Donc ça, c'est généralement les deux positions qui s'affrontent et qui s'affrontent, non, mais qui s'expriment. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas entendu une telle proposition avec un niveau d'immoralité qu'on va mettre sur le compte de la souffrance de cette femme. Et les formes de souffrance s'expriment de façon très différente. J'aurais été particulièrement blessé, inquiet, catastrophé si ce propos tout à fait marginal eût été un propos qui se développe dans la société israélienne et qui se développe auprès des familles des otages. Mais on a entendu, par exemple, David, justement, Anat Tsangauker, je crois que c'est elle qui avait dit ça, qu'il fallait pendre Binyamin Netanyahou et Sarah Netanyahou aussi. Il y a des termes qui ont été utilisés, qui sont aussi extrêmement durs de l'autre côté. Alors, où on met les limites? Mais ça ne justifie pas qu'on puisse effectivement appeler à pendre Netanyahou, Benjamin Netanyahou et Sarah. Je crois aussi que ça fait partie des ressentiments, mais je vais encore aller plus loin. J'entends autour de moi, que ce soit des Israéliens, des Israéliens francophones ou Israéliens, un sentiment de frustration extrême, un sentiment d'impuissance extrême, et que l'agressivité qui en résulte, notamment par le sentiment de ne pas pouvoir agir, s'expriment de la façon la plus radicale. C'est le cas dans ce cas précis. J'y adhère pas personnellement, ça c'est clair. Je pense qu'on est dans une démocratie, dans un état de droit, et que si on doit changer la situation, ça se passera dans les urnes, avec évidemment notre action de citoyen, de tout faire et de tout mettre en œuvre pour avancer, anticiper la date des élections et le peuple puisse s'exprimer et traduire par des mandats la prochaine Knesset et le prochain gouvernement. Mais en l'occurrence, c'est pour ça que je ne veux pas attaquer de façon virulente, mais je pense qu'un propos, l'un comme l'autre, sont des expressions radicales d'un sentiment que je ne peux pas critiquer, dont je comprends la radicalité, mais je n'adhère pas intellectuellement, je n'adhère pas moralement à un propos comme l'autre. Alors on a le sentiment, par exemple, dans le cas de Honoar Gamani, qui est la fiancée justement de Avinatan Or, qu'elle puisse faire, quoi qu'elle puisse faire, eh bien, elle est très critiquée, peut-être parce qu'elle a répondu à l'invitation de Binyamin Netanyahou d'aller au Congrès américain, peut-être que parce que son père semble être proche de Netanyahou, en tout cas soutenir Binyamin Netanyahou. On dirait que quelque part, eh bien, les limites que l'on s'impose en faveur face aux familles des otages, eh bien, elles ont été rompues depuis longtemps dans le cas de Honoar Gamani, comme on l'a vu hier avec ces critiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, il faut savoir que
Noah n'entraîne pas et n'a pas généré cette rave party, puisque vous avez aujourd'hui une dynamique des survivants de le Nova qui We Will Dance Again, avec cette espèce de mantra où ils disent c'est une façon pour nous de montrer la vie, de montrer que quoi qu'on fasse, quoi qu'on nous attaque, quoi qu'on essaye de nous détruire, on est encore vivant, et on était en train de danser au moment où on nous a attaqués, et on danse aujourd'hui pour montrer notre résistance et notre opposition et le fait que nous sommes encore vivants. Je rappelle juste que vous avez des photos fameuses à Auschwitz de jeunes couples qui s'embrassent en disant voilà, l'amour a été plus fort, nous avons dépassé la volonté de nous détruire, de nous exterminer. Et donc Noah s'est inscrit en tant que survivante dans cette dynamique qui la précède d'une certaine manière. Donc il ne faut pas dire que c'est Noah qui a engagé ou qui a créé les conditions de quelque chose qui serait arrivé de façon, je dirais, inappropriée. Donc non, il y a une vraie dynamique. Maintenant, oui, je pense personnellement que Noah a été instrumentalisé par Benjamin Netanyahu lors de sa prise de parole au Congrès. Ceci étant, la polémique n'a pas duré, n'a pas été de grande ampleur, ça a été critiqué, mais on est très vite passé à autre chose. Et puis j'ai entendu de très nombreuses voix tolérantes et compréhensives qui n'ont pas eu de grief particulier à l'égard de Noah pour s'être exposé avec Benjamin Netanyahu et Sarah Netanyahu lors du Congrès. Donc, voilà, mais Noah s'inscrit dans une dynamique, je peux vous dire, et là, on ne le dit pas suffisamment, mais nombre de personnes survivantes de Noah sont dans des situations psychiques calamiteuses. On ne parle pas du nombre de suicides, on ne parle pas de l'état. Et donc aujourd'hui, ce fait de se retrouver, de revivre et de lutter contre l'angoisse, l'horreur qu'ils ont vécue en se retrouvant et en dansant, c'est une façon aussi de conjurer l'état psychique délabré dans lequel nombre de ces jeunes sont. Donc je crois qu'on doit aussi comprendre, même si moi personnellement, par exemple, je ne pourrais pas aller danser ou je ne pourrais pas aller dans des grands événements festifs. Bon, s'il y a un mariage, s'il y a une bride, s'il y a quelque chose, j'irai bien sûr, mais moi, à titre personnel, ça m'est difficile. Mais je comprends que les survivants de Noah et que des jeunes s'agrègent autour de ces événements auxquels Noah a participé. Eh bien, David Ben Ishai, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos sentiments, vos réflexions sur ces débats au sein de la société israélienne, des polémiques qui sont, on va dire, inhérentes à la situation dans laquelle on évolue actuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt, David. Merci. Bonne journée.